Vous êtes à la source de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue les grandes articulations. Une tragédie vient de frapper la commune urbaine de Manéa. À l'origine, un glissement de terrain. Des cas de mort sont enregistrés. À côté des dégâts matériels importants, le Premier ministre s'est rendu sur place pour constater la situation. Filière avicole. Les acteurs sont rencontrés par le ministre de l'Élevage. Des échanges pour mettre en avant les défis et les opportunités. Et par la suite, proposer des solutions concrètes en faveur du développement national. Religion, pèlerinage chrétien, traditionnellement la Terre Sainte attire des milliers de pèlerins. Cette année, ce sont des fidèles de la Guinée qui foulent ces lieux chargés d'histoire et de foi. C'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir. La nuit du mercredi à jeudi a été longue pour les populations de Manéa. Un éboulement s'est déclaré dans cette partie du Grand Conakry. Des cas de mort sont signalés, d'énormes dégâts matériels enregistrés sur les lieux. Le Premier ministre, chef du gouvernement, pour faire le constat. Ousmane Bangoura. Mercredi 20 août 2025, une coulée de terre a bouleversé la vie des habitants de Manéa. En quelques instants, des pans entiers de collines se sont effondrés sur plus d'une quinzaine de maisons, emportant tout sur leur passage. Plusieurs des blessés et des familles entières portées disparues. Les recherches sont toujours en cours dans l'espoir de retrouver des survivants. Informé du drame, le Premier ministre Amadou Ouriba a quitté la capitale pour se rendre sur les lieux, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Il a exprimé la solidarité de l'État face à cette catastrophe. Au nom du président de la République, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, nous assistons à une tragédie sur place ici, à Manéa, notamment à Zakopé. Donc c'est de présenter nos sincères condoléances à toutes les familles éplorées et à toutes les victimes. Les services de secours, y compris le génie militaire, la protection civile, Angus et toutes les autres structures locales, sont mobilisés pour venir en aide et aux blessés, déterrer les corps dans la recherche des victimes. Donc pour le moment, c'est le temps de l'émotion. On aura à faire d'autres commentaires par la suite, notamment en ce qui concerne les dispositions idoines à prendre pour prévenir. Qu'on avait insisté pour que la décharge qui est juste derrière soit déguerpie. Sinon, on aurait pu assister à une catastrophe encore beaucoup plus spectaculaire. Déjà, le nombre de victimes, plus d'une dizaine, c'est trop. À plus forte raison, si rien n'a été fait au niveau de la décharge de Zakopé, on ne saurait pas combien on aurait aujourd'hui de victimes. C'est une tristesse, mais je dois dire que nous avons une responsabilité collective par rapport à ça. Construire là où l'eau passe. Construire là où ce sont pratiquement des anciens lits de rivière. Construire en dessous des flancs des montagnes. D'abord, c'est une question de responsabilité pour soi et pour sa famille. Les secours restent mobilisés pendant que les opérations de sauvetage se poursuivent. La population, encore sous le choc, tente de s'organiser dans le chaos. Les autorités appellent à l'unité et à la solidarité nationale face aux risques liés à l'érosion et aux fortes pluies. Mobilisation à tous les niveaux suite à ce glissement de terrain. L'incident restera gravé dans la mémoire des riverains. Sur les lieux, le président du Conseil national de la transition se montre affecté par ce drame. Dr Dansa Kourouman a donné un coup de pelle à la recherche d'éventuelles victimes. Abdoulaye Diallo. Sur ce site du sinistre, le président du Conseil national de la transition observe l'ampleur des dégâts. Un violent glissement de terrain est survenu. Les secouristes sont à l'œuvre. Des machines ouvrent des voies. Quelques citoyens munis des moyens du bord creusent. Des chiens renifleurs sont mis à contribution pour retrouver d'éventuels corps. C'est une véritable course contre la montre qui prévaut ici en ce moment. Dr Dansa Kourouman, profondément touché par ce drame,
se joint à la population pour rechercher des survivants ou des corps. On vient ici pour encourager ceux qui travaillent et soutenir les familles qui sont à la recherche de leurs proches. La meilleure manière de le faire, c'est de s'associer à l'effort. Donc je crois que c'est quelque chose qui me réconcilie avec mon passé. Et quand on dit médecin légiste, les connaisseurs connaissent. Donc ma carrière pendant 15 ans, j'ai consacré à sauver des vies, à rechercher des corps et à diagnostiquer les raisons de leur mort. Donc je viens dans un endroit où des compatriotes sont ensevelis. Je pense que même si je n'ai pas la force physique de travailler, je dois associer mon intelligence à l'intelligence collective et mon effort à l'effort collectif pour que Dieu nous trouve des traces de vie ou nous amène vers des compatriotes qui sont décédés. Un drame qui a plongé le pays dans la consternation. Tous les citoyens doivent avoir ça à l'esprit. L'habitation, le logement, là où on doit dormir, ça doit être sécurisé avant même de construire. La meilleure sécurité d'abord, c'est la sécurité de l'environnement. Si les autorités ne délivrent pas un permis de construction, une autorisation d'habitation, vous ne devez pas occuper ces terrains. En attendant un bilan définitif, ce nouveau drame interpelle sur la vulnérabilité des zones montagneuses face au risque de glissement de terrain, surtout en cette période de grande pluie. Cet éboulement de grande ampleur a frappé plus précisément la zone nord du quartier Frigiadi. Perché sur une colline, plusieurs habitations sont complètement couvertes de terre, des vies humaines sont arrachées. Les recherches se poursuivent. Manguedan Thomasouma. Cette autre catastrophe naturelle survenue dans la nuit du 20 au 21 août dans la commune urbaine de Manéa, au quartier Frigiadi Nord, a endeuillé plusieurs familles. C'est le cas de M. Baldé qui a perdu sa famille et de ses proches. Aussi, 7 mères de famille dont les filles sont mortes. On m'avait appelé à 22h. Ma fille m'avait appelé à 22h en pleurant. Elle m'a dit, papa, j'ai appris que là où Malado, leur maison est tombée, que Malado est resté dedans avec ses enfants. Pour le moment, l'armée, les services de sécurité et la société civile sont sur pied. À l'aide d'engins mécaniques et manuels par endroits, les fouilles continuent pour retrouver d'éventuels survivants. Depuis 20 heures jusqu'à maintenant, là, nous sommes sur le terrain. Pour ce qui concerne les maisons, je peux parler de plus d'une vingtaine. Hein. Nous avons passé la nuit ici à travailler, à sensibiliser les populations afin qu'on accepte de laisser les spécialistes faire leur travail pour qu'on puisse sauver vraiment des vies et pouvoir extraire des corps pour qu'on puisse vraiment gérer la situation. Glissement des terres toujours dans la commune de Manéa. Les opérations de sauvetage sont maintenues sur les lieux. Elles sont menées par la protection civile, appuyées par la gendarmerie et les habitants. Colonel Morikaba de la police nationale. C'est une véritable course contre la montre pour la protection civile, appuyée par la police nationale, la gendarmerie, l'armée et des volontaires, afin de retrouver d'éventuels survivants sous les décombres. Vu l'ampleur de la situation, on a contacté le reste des acteurs concernés, la police, la gendarmerie pour la sécurisation et génie route. Donc, depuis hier nuit jusqu'à aujourd'hui, les opérations de sauvetage ont retrouvé le corps sans vie et 2 personnes vivantes. Et pour le moment, les opérations de sauvetage sont en secours. Mais ce qui est clair, il y a plusieurs bâtiments qui sont dans les décombres. Ce père de famille rescapé a perdu tous les siens dans le drame. Mon frère et moi, on a perdu nos 2 familles. Maintenant, il ne reste que nous 2. Les autres sont sous les décombres. On a fait des visites ici avec la hiérarchie. Le Premier ministre même a fait des déplacements pour ici. Il est intervenu, il a donné des conseils. Et certains même ont été dédommagés. Tout ça, c'était la bonne volonté, n'est-ce pas, de la haute hiérarchie, de l'État, pour pouvoir inviter les familles
à dégager dans la bonne collaboration. Mais voilà ce qui s'est présenté avec l'entêtement. Pour rappel, cette année, plusieurs de nos compatriotes ont déjà perdu la vie à cause des pluies diluviennes. Le réchauffement climatique et le non-respect des normes d'urbanisation figurent parmi les causes principales de cette tragédie. Compassion pour les victimes, plus de force aux populations de Manéa. Par ailleurs, au ministère de la Défense, tenue de la première session de la Commission nationale de défense et de sécurité, en toile de fond, l'opérationnalisation de la dite commission suite aux instructions du chef de l'État, sous-lieutenant Sana Kamara de la presse militaire. 48 heures après la première session du Conseil supérieur de défense sous la haute autorité du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, l'armée Mamadi Doumbouya, les membres de la Commission nationale de défense et de sécurité se retrouvent au ministère de la Défense nationale. À l'ordre du jour, l'exécution des instructions du chef suprême des armées, instructions relatives à l'opérationnalisation effective de cette commission et la prise des mesures idoines pour l'organisation correcte et souveraine du processus électoral enclenché pour le retour à l'ordre constitutionnel. Autour du ministre de la Défense nationale, le ministre secrétaire général à la présidence de la République, les responsables de plusieurs départements sectoriels et l'ensemble du commandement des forces de défense et de sécurité. Dans le cadre de l'application du décret portant création de la Commission de défense nationale, les membres se sont réunis en ce jour, mercredi, pour implémenter l'opérationnalisation, la concrétisation des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est à ce titre qu'on s'est réunis aujourd'hui pour d'abord parler des modalités d'opérationnalisation du processus de sécurisation du territoire national. Avec l'opérationnalisation de la Commission nationale de défense et de sécurité, la Guinée amorce une nouvelle étape dans le renforcement de sa sécurité intérieure et celle de ses frontières. Au cours de cette première réunion, des échanges fructueux entre les membres de l'institution ont permis de trouver les réponses appropriées aux points inscrits à l'ordre du jour. L'activation des dispositifs de sécurité pour la libre circulation des personnes et de leurs biens, de la protection du territoire national, en prenant en compte le processus de sécurisation du référendum sur toute l'étendue du territoire national. La Commission de défense nationale s'est réunie avec tous les membres présents et est convenue de démarrer l'exécution de ces instructions à partir des résolutions de séjour, à partir du lundi. La Commission nationale de défense et de sécurité voit le jour au moment où le pays s'apprête à organiser le scrutin référendaire pour l'adoption d'une nouvelle constitution le 21 septembre 2025 prochain. C'est pourquoi l'accent est surtout mis sur la sécurisation de ce référendum, première étape du processus électoral pour le retour à l'ordre constitutionnel. Insertion socio-professionnelle des jeunes, loin des discours, la matérialisation à travers des espaces appropriés. C'est le cas à Sangoya et Koza. Une visite a lieu sur les chantiers afin d'évaluer les travaux. Diaré Gallo. Le ministre de la Jeunesse poursuit ses visites de terrain. Objectif, suivre les travaux des centres juvéniles d'insertion socio-professionnelle de Sangoya. Ces infrastructures offriront aux jeunes des espaces modernes d'apprentissage, de sport, d'entrepreneuriat. Sur place, les entreprises assurent que les travaux avancent bien. Pour ce qui concerne les travaux de construction de l'émergence de Sangoya, à date, on a presque vers les finitions. On a fait tous les gros œuvres. Nous sommes environ à 80% d'avancement des travaux.
Ici, le projet s'étend sur environ 5 hectares. Et nous avons le bâtiment principal, le hall Omnisport. Et nous avons aussi un bâtiment boutique et start-up en R+1. Et nous avons aussi un restaurant. Et nous avons aussi un bâtiment vestiaire et toilettes. Pour les jeunes, la priorité reste l'achèvement rapide des chantiers. Nous sommes contentes de ce que le général a fait pour nous. C'est à cause d'ici que nous sommes contents. C'est la première fois que nous bénéficions de ce tapis. Si vous prenez le pont de Bambeto, on n'a jamais eu cela. Il y a eu beaucoup de gouvernements. Nous soutenons le général Mamadi Doumbouya. Nous sommes tellement pressés pour rentrer en possession de ce but. Les activités depuis plus d'une année, c'est ici que nous réalisons parce qu'on n'a pas d'autre espace approprié. Aujourd'hui, c'est une référence pour la jeunesse, c'est une référence pour les différentes communes de Conakry, notamment sur l'axe Hamdallah et Bambeto jusqu'à la cimenterie. La construction de ces centres illustre la volonté des autorités d'offrir aux jeunes des moyens concrets d'insertion et d'épanouissement. Ce sont des infrastructures d'insertion socio-professionnelle, de permettre aux jeunes de s'épanouir, d'avoir de l'emploi, de pouvoir émerger, de pouvoir sortir des vices et des travers. Nous sommes vraiment impressionnés. Et aujourd'hui, il faut reconnaître, c'est du jamais vu dans notre pays. C'est du jamais vu. Avant de clôturer sa tournée, le ministre Cellou Baldé a assisté à la remise d'un document de plaidoyer pour la jeunesse à Matoto, afin de réaffirmer l'engagement du gouvernement à accompagner leur initiative. Et puis cet élément qui vient juste de nous parvenir, secteur minier, plus que jamais la Guinée s'impose à l'échelle mondiale. Quelques jours après sa rencontre avec Donald Trump, le nouveau PDG de Rio Tinto jette son dévolu sur Conakry. Comme première destination africaine de son agenda international, il a reçu au palais Mohamed V par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Le patron de Rio Tinto réaffirme l'engagement de son groupe à poursuivre le projet Simandou. Fatoumata Kourouma. La Guinée, au cœur de l'agenda international du nouveau patron de Rio Tinto, récemment nommé à la tête de la multinationale anglo-australienne. Après sa récente rencontre avec le président américain Donald Trump à Washington, Simon Trott a posé ses valises à Conakry. Ce jeudi 21 août 2025, il a été reçu au palais Mohamed V par le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, en présence du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, du ministre des Mines et de la Géologie Bouna Sylla, du conseiller à la présidence Ousmane Doumbouya, du conseiller juridique de la présidence Dr Alpha Ouma Kamara, ainsi que du président du conseil d'administration de la compagnie du transguinéen CTG, Mamoudou Nanyale Mbari, accompagné de son prédécesseur Jacob Stazom et de hauts responsables du groupe, le nouveau dirigeant de Rio Tinto est venu réaffirmer la détermination de son groupe à poursuivre la mise en œuvre du projet Simandou, considéré comme l'un des plus ambitieux projets miniers au monde. Cette audience intervient quelques jours seulement après la rencontre du nouveau CEO avec le président américain. Un calendrier qui illustre la place stratégique qu'occupe désormais la Guinée sur l'échiquier minier mondial. Le chef de l'État a pris acte du changement de direction à la tête de Rio Tinto, tout en réaffirmant son attachement à un partenariat solide, fondé sur un esprit gagnant-gagnant et mutuellement bénéfique. Le chef de l'État a insisté sur l'impérieuse nécessité de maintenir les standards les plus élevés, tant en matière de respect de l'environnement que de prise en compte des droits et du bien-être des communautés riveraines. Dans sa vision innovatrice, le président de la République a exhorté Rio Tinto à renforcer son investissement en faveur du contenu local, notamment par le soutien aux producteurs agricoles tout au long du corridor du transguinéen. De son côté, l'ancien PDG Jacob Stazom a saisi cette opportunité pour saluer le rôle déterminant joué par le chef de l'État, dont le soutien constant a permis d'accélérer la mise en œuvre du projet Simandou. I think Guinea can be very, very proud. Je crois que les Guinéens peuvent être très, très fiers. C'est un projet que nous avons développé ensemble dans l'intérêt de la Guinée.
Ce projet, grâce à la vision du chef de l'État, on a réussi à le matérialiser. C'est un projet qui va avoir un impact sur le pays, sur la longueur. Et aussi, nous avons employé énormément de Guinéens aujourd'hui qui travaillent au sein de Rio Tinto, mais qui aussi commencent à travailler dans les opérations de Rio Tinto à travers le monde. Donc vraiment, Rio Tinto et la Guinée se sont intégrés l'un à l'autre et nous sommes dans une position aujourd'hui où nous avons vraiment appris à aimer ce pays. Pour Simon Trout, le nouveau dirigeant, l'objectif est clair. Consolider un partenariat unique et privilégié avec la Guinée et inscrire Simandou comme un modèle de coopération minière à l'échelle internationale. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui, vraiment très heureux. Le projet Simandou est le plus grand projet minier au monde. C'est un projet d'importance cruciale pour le minerai de fer. C'est un projet que nous avons mené à terme et qui va permettre de vraiment mettre la Guinée en orbite concernant le minerai de fer. J'ai été reçu ce matin par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vraiment, j'ai été très heureux de pouvoir le rencontrer aujourd'hui. Je vais revenir en Guinée. Ce ne sera pas ma première visite, mais je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui. Je crois que la force d'un partenariat, comme tous les partenariats, en particulier ce partenariat avec la Guinée, c'est le fait qu'on puisse avoir des conversations qui sont ouvertes, transparentes, qu'on puisse se parler, qu'on travaille ensemble et on se réunit autour d'une vision commune de ce que Simandou pourrait être dans 5, 10, 15, 20 ans. Pour les principaux acteurs du projet, cette première visite sur le continent africain du PDG entrant de Rio Tinto traduit l'importance accordée à la vision du chef de l'État et au rôle central du comité stratégique Simandou, dirigé par le ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité, véritable bras opérationnel de la transformation de ce méga-projet en vecteur de développement durable et inclusif. Le CEO entrant et le CEO sortant ont tenu à ce que Monsieur le Président de la République le reçoive avant que M. Simon ne entre en fonction le lundi prochain, soit le 25. Cela démontre à suffisance l'importance que le groupe Rio Tinto accorde au leadership, à la vision du Président de la République, mais également l'importance du projet Simandou dans son portefeuille. Et lors de cette audience, le Président de la République a rappelé que depuis le 25 mars 2022, qui est la date de signature de l'accord cadre pour le co-développement des infrastructures du projet Simandou, et Rio Tinto, conformément à ses engagements pris par son CEO de l'époque, M. Jacob, a respecté ses engagements parce que le projet entre en exploitation à la fin de cette année, conformément aux accords, mais également la prise en compte du contenu local, car c'est ce qui permettra de réduire la pauvreté en Guinée. Et contenu local, c'est 3 axes conformément à la vision du Président de la République: donner des opportunités des emplois aux Guinéens, donner des opportunités d'affaires aux entreprises à capitaux guinéens, la formation et le transfert de technologies en faveur des Guinéens, mais également la question de la transformation sur place de minerais en acier, de 500 000 tonnes d'acier ou 2 millions de tonnes de pellets, conformément aux accords. Et en plus de ça, il a indiqué que Rio Tinto devra accompagner la vision du programme Simandou 2040, notamment en 5 piliers 1 pour le développement agricole, le long du corridor, pour pouvoir aider les agriculteurs et fermiers qui se trouvent le long du corridor, ce qui permettra de réduire la pauvreté et d'avoir un développement durable et long terme pour notre pays, car c'est un projet long terme. Comme il a indiqué, c'est un projet stratégique, c'est un projet économique qui devra s'inscrire dans la vision de la Guinée, et à ce titre que lui-même, en tant que principal chef de projet, il donnera des instructions fermes au comité stratégique de projet Simandou et à son président, M. Djiba Diakité, et au gouvernement pour que, ensemble, qu'on continue à accompagner Rio Tinto dans ses investissements afin de diversifier ses investissements en Guinée, car il démontre à suffisance que la Guinée, c'est un pays prioritaire pour le groupe Rio Tinto. Au-delà des chiffres et des contrats, cette visite résonne comme un symbole, celui d'une Guinée qui s'affirme, qui inspire confiance
et qui attire désormais les plus grands acteurs de l'industrie mondiale. Dans la vision du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, ce projet dépasse la simple exploitation minière. Il incarne un héritage à transmettre aux générations futures. Une Guinée debout, maîtresse de ses ressources, capable d'allier modernité, développement et respect de ses valeurs. Au contact des acteurs de la filière avicole, le ministre de l'Élevage est sur le terrain. Des entretiens pour parler des défis et opportunités de cette filière en Guinée. Par ailleurs, envisager des solutions concrètes en faveur du développement national. Le Mousso Diakité. C'est sur ce vaste chantier de l'abattoir moderne de Kagbélé que le ministre de l'Élevage rencontre les différents acteurs de la filière bétail-viande. Il présente des mesures visant à renforcer et à moderniser ce secteur en Guinée. Des actions seront entreprises pour garantir l'approvisionnement et rendre le bétail accessible à des convenables, surtout pendant les fêtes de Tabaski. De plus, le ministre déclare que la construction de l'abattoir moderne lancé il y a 14 ans sera bientôt achevée. Œuvrer ensemble pour que cet abattoir moderne puisse être inauguré par la grâce de Dieu dans les prochains mois à venir. Au moment où je vous parle, tous les équipements qui doivent rentrer dans la finalisation de cet abattoir sont finis, emballés et pour la plupart embarqués dans le bateau. Et la Guinée est un pays agro-pastoral. Et nous, en tant que ministère de l'Élevage, nous allons venir en accompagnement. Il n'est pas question que nous continuions à importer de la viande. C'est cela la vision du chef de l'État. Les acteurs de la filière bétail saluent les initiatives du ministère. Toutefois, ils évoquent les problèmes liés à la commercialisation de leurs produits et appellent à des mesures concrètes pour résoudre ces difficultés. Les actes que vous avez posés pour les Guinéens, pour l'avantage de la lutte contre la sécurité alimentaire en Guinée, c'est vraiment un travail de haut niveau. On vous en remercie pour ces faits. Votre présence parmi nous nous rassure davantage que le gouvernement est à l'écoute de sa communauté et de ses projets de société. Nous vous rassurons, notre commune a des défis, mais avec votre présence ici, nous avons l'assurance que nos défis seront concrétisés en activité. Ces actions concrètes ont un effet bénéfique sur l'environnement de travail des acteurs de la filière et stimulent la vente de la viande de bœuf à la fois sur le marché local et régional. Semaine nationale du mérite scolaire 2025, occasion de récompenser les meilleurs élèves et enseignants. Pour les bénéficiaires de Conakry, le choix est porté sur les sièges du gouvernorat. Abdul Aziz Baldé. Partout à travers le pays, les meilleurs élèves sont encouragés et leurs mérites récompensés. Après Dubreka, le ministre de l'enseignement préuniversitaire magnifie le travail de lauréats du brevet d'études du premier cycle. Nous en sommes au 2e jour. Il y aura un 3e jour, un 4e jour, un 5e jour. Et tous ces jours-là, nous célébrerons ceux qui réussissent et qui sont à côté de moi là. Mais pas pour eux, pour ceux qu'ils symbolisent. C'est de faire en sorte que les autres jeunes Guinéens qui sont là, qui voient ça, se disent, nous aussi nous sommes capables de le faire et nous allons le faire. Et que eux qui sont célébrés aujourd'hui puissent aussi tirer leurs frères à faire mieux et à faire toujours bien. Devant les élèves et parents d'élèves, 10 lauréats sont célébrés au niveau de la région de Conakry. Un enfant qui est premier de sa région ou de sa préfecture ou sa commune, il faut le motiver. Et ça donne du courage aux autres d'être au même rang que les autres. C'est pourquoi nous organisons ici la Senamsco. Je dédie ce prix non seulement à tous mes camarades lauréats ici présents, mais aussi à tous les enfants de la République de Guinée, parce que grâce à notre réussite, c'est la jeunesse guinéenne qui est mise en valeur, cette jeunesse engagée, déterminée et persévérante. Parallèlement à cette récompense, la commune de Matam a elle aussi encouragé ses élèves dans la Légresse. Les objectifs poursuivis à travers la Senamsco sont multiples et essentiels pour le renforcement de notre système éducatif. Ils visent notamment à mettre en valeur des performances scolaires à tous les niveaux d'engagement, consolider les liens entre les établissements scolaires et la famille et les autorités locales,
Cette 4e édition de la Semaine nationale du mérite scolaire est célébrée dans toutes les préfectures et régions du pays. On s'intéresse parallèlement à l'accès à la faculté des sciences et techniques de la santé. Le concours est lancé ce mercredi à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Les premières épreuves sont dévoilées cette année. 586 candidats ambitionnent de faire carrière dans la médecine. Mounir Bari. Les sciences médicales nécessitent de la qualité, mais également de l'exigence. Au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, les initiatives se multiplient pour la qualification du capital humain. 586 candidats en lice pour affronter les épreuves afin d'accéder à la faculté des sciences et techniques de la santé de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Nous avons procédé au lancement ce matin du concours d'accès à la faculté des sciences et techniques de la santé. Ce concours a concerné les nouveaux bacheliers de sciences expérimentales et de sciences mathématiques. Le mot d'ordre est la discipline, le sérieux et le travail. Ces candidats ont chacun une mention très bien et assez bien. Tous caressent le rêve de faire carrière en médecine ou encore dans les filières paramédicales par exemple. Au niveau de la faculté des sciences et techniques de la santé particulièrement, nous formons les futurs professionnels de la santé de notre pays. Et il faut savoir que notre santé dépend de la qualité du capital humain employé au niveau du ministère de la Santé. Le nombre de places est défini par les autorités. Pour ce qui est de la médecine, il y a 150 places qui sont disponibles. Donc, le concours est ouvert pour 150 bacheliers. Et donc, c'est les premiers à se classer qui vont bénéficier de ces places. Pour la pharmacie, nous avons 50 places. Pour l'odontostomatologie, 40 places. Et pour ce qui est des filières paramédicales, 50 places par option. Après le résultat de ce concours, les admis seront orientés en médecine, en pharmacie, en odontostomatologie et dans les filières paramédicales. Au chapitre de communication, avec la validation du cadre légal du secteur postal guinéen, le but est d'asseoir une base réglementaire moderne. L'activité est pilotée par un expert à la matière. Moussa Kouyaté, explication. Ces travaux de validation des livrables élaborés par un consultant international ont mobilisé des acteurs publics et privés évoluant dans le secteur postal guinéen et d'autres personnes ressources. Ces réformes vont permettre de renforcer la capacité opérationnelle des acteurs sur le terrain. Une étape cruciale, la validation des livrables élaborés par les experts dans le cadre de cette réforme. Il s'agit notamment des livrables du projet de réhabilitation des infrastructures postales, de l'avant-projet de rapport de l'état des lieux du secteur postal guinéen, de l'avant-projet de déclaration de politique sectorielle, de l'avant-projet de la réactualisation de la loi 036. La validation de ces livrables représente bien plus qu'un simple acte administratif. Elle constitue un engagement collectif en faveur de la reconnaissance du service postal national. Que ce secteur joue ce rôle-là, il faut qu'il s'appuie sur la politique générale du gouvernement. C'est pour ça que la politique sectorielle que nous avons élaborée, ça rime à cette politique générale du gouvernement. Selon des experts, le secteur postal peut contribuer fortement à booster l'économie du pays. Et pour atteindre cet objectif, la prise en compte des recommandations du département est nécessaire. C'est de prendre en compte l'ensemble des défis du secteur. Comment faire en sorte que la loi puisse régler la problématique, n'est-ce pas, de compétitivité du secteur postal. Comment faire en sorte que la loi puisse permettre, n'est-ce pas, l'attractivité du secteur postal. Et voilà les questions auxquelles le cadre juridique réglementaire doit apporter des réponses appropriées. L'ambition des responsables de la poste guinéenne est de faire ce secteur un levier de transformation au service de la population et de l'administration publique. Ces documents, une fois validés, vont apporter un changement significatif dans ce secteur conformément aux réformes engagées. C'est un secret de Polichinelle. Le fleuve Niger et le Milo sont victimes d'un ensablement avancé. Vous le verrez tout de suite. Ainsi, la santé de tout le bassin est compromise face à la menace. Une réponse urgente est en gestation.
Concrètement, il s'agit de la restauration du fleuve. C'est une proposition faite par une entreprise étrangère spécialisée dans le dragage à grande échelle. Mamadou Alpha Baldé, images et témoignages. Le Milo et le fleuve Niger affichent depuis plusieurs années un niveau d'ensablement avancé. Les berges et lits des bassins sont victimes d'actions anthropiques. La situation inquiète. Des mesures fortes de restauration et de dragage sont devenues impératives pour sauver le Milo et le Niger. Tous nos ministères sectoriels se sont rencontrés, ont débattu de que faire du Milo en particulier. Je pense que la conclusion était sans ambiguïté, sans équivoque. C'est un projet de gestion intégrée avec pour premier objectif la restauration écologique. Au ministère de l'Environnement, Gold Trader, des partenaires étrangers proposent leur expertise pour draguer le Milo et le Niger dans un projet en association avec des structures locales. C'est fait correctement. Ça va porter ses fruits au niveau de la renaissance de ces fleuves et au niveau de la navigabilité et de la pêche. Ça peut améliorer. Ça demande un investissement. Aujourd'hui, nous ne parlons pas simplement d'un projet, nous parlons de renaissance, la renaissance des deux artères vitales du fleuve Niger et Milo. Notre ambition est claire, redonner souffle, force et avenir à nos fleuves. Le projet exposé devant ces cadres de départements sectoriels et autres personnes ressources prévoit le rétablissement de la profondeur naturelle des cours d'eau à travers l'utilisation de dragues à grande capacité, le renforcement des berges actuelles, la création de zones humides et bassins d'aquaculture et le transport fluvial. C'est à la mode actuellement, la gestion axée sur les résultats, un défi que se fixe la Chambre nationale d'agriculture. Cela passe par le renforcement des capacités, le renouvellement de ces instances et le toilettage des textes juridiques, une stratégie pour accompagner les agriculteurs. Marouane Kamara. Pour mieux mobiliser les ressources à allouer aux projets agricoles et environnementaux, la Chambre nationale d'agriculture s'engage dans la voie du renforcement des capacités de ses cadres. L'enjeu est de cultiver les bonnes pratiques de la gestion axée sur les résultats. Je vois déjà qu'il y a un chemin qui est parcouru, à la fois au niveau politique, la mise en place des instruments, au niveau légal, au niveau des analyses environnementales, au niveau des différents éléments qu'il faut mettre en place pour que la Chambre soit structurée, organisée, qu'elle se dote de moyens. Donc tout ce travail-là est fait. Nous voudrions pouvoir contribuer pour consolider cela, permettre à la Chambre de performer, être plus efficace. Nous sommes en formation continue. Après la formation axée sur les résultats, nous allons passer à la formation en technique rédaction administrative que nous devons commencer à partir de la semaine prochaine, le 18. Et ensuite, nous sommes déjà en formation sur les modules de communication, sur les modules RH, sur les modules de comptabilité et gestion, sur les modules de logiciels en logistique. Jusqu'en fin d'année, nous sommes sur les formations des cadres de la Chambre nationale d'agriculture. Cette approche de renforcement d'aptitude va porter sur les techniques de planification, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des projets du monde rural. La Chambre nationale d'agriculture s'est inscrite dans un processus de réforme institutionnelle depuis à peu près 2 ans. Depuis l'installation du Bureau consulaire national, nous sommes sur le processus de réforme institutionnelle. Après tout, vous conviendrez avec moi que les acteurs attendent de la Chambre nationale d'agriculture des actions concrètes. Et pour ces actions concrètes, il convient donc d'être outillé en compétences, d'être outillé en technique, en stratégie des recettes, des résultats. Ces 4 jours de sessions de remise à niveau seront animés par le biais des exposés débats, des travaux de groupe et des exercices pratiques de simulation pour plus de productivité. Récemment nommé par le chef de l'État, il a pris enfin fonction à la tête de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Le nouveau directeur général Oumar Saïd Koulibaly est officiellement
installé dans ses fonctions. Bakary Bamakonde. Après avoir bénéficié de la confiance du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, à travers le décret du 15 août 2025, le nommant au poste de directeur général de la SOGEAG, Oumar Saïd Koulibaly, spécialiste en technologie de l'information, a été officiellement installé dans ses fonctions ce mercredi 20 août 2025. Cette cérémonie de passation de services entre le nouveau directeur de la Société de gestion et d'exploitation des aéroports de Guinée, SOGEAG SA, et son prédécesseur Namori Kamara, nommé le 29 juillet 2025 aux fonctions de ministre de l'Énergie, s'est tenu avec la fascination du conseiller principal du ministère des Transports. Je commencerai par remercier toutes ces autorités, mais mes remerciements les plus appuyés vont vraiment aux travailleurs de la SOGEAG. La SOGEAG, elle est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à l'ensemble des acteurs qui sont là. C'était une entité qui était méconnue, qu'on a pu quand même aujourd'hui porter sur d'autres sphères. Et je pense que cela a été possible, pas forcément de par l'intelligence du DG ou l'ardeur du DG, mais c'est vous qui l'avez fait. Ce qui reste à faire est beaucoup plus important que ce qui a été fait. On n'a fait que 10% que ce qui devrait être fait. Le directeur général entrant de la SOGEAG a remercié le chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, pour la confiance pour conduire cette exaltante tâche. Je viens pour améliorer ce qui a été fait, mais au moins de pérenniser les acquis. Donc j'espère et je compte sur l'appui de l'ensemble des collaborateurs du ministère des Transports, mais aussi de la SOGEAG, pour qu'ensemble nous puissions relever ce défi. Donc toute ma gratitude va au président de la République, le chef de l'État, le chef suprême des armées, le président Mamadi Doumbouya, pour la confiance placée à ma personne. Et j'œuvrerai pour pouvoir mériter cette confiance. Cette prise de fonction marque le début d'une nouvelle ère dans la poursuite des réformes, des projets et la modernisation de l'aviation civile en Guinée. Gestion des agences d'emploi privées, une convention est disponible à l'OIT. Sa ratification intéresse la Guinée. Pendant ce temps, il faut satisfaire certains préalables. À Conakry, les parties prenantes consolident leurs capacités pour l'aboutissement de ce processus de ratification. Mamadi Kamisoko. Le secteur informel occupe une place prépondérante dans l'écosystème du marché du travail guinéen. Malgré sa contribution notable à la création d'emplois, sa réglementation reste une priorité pour le gouvernement. C'est dans ce cadre que les mandats tripartites guinéens se sont retrouvés à Conakry autour de la convention C181 de l'OIT relative à la gestion des agences d'emploi privées. Cet atelier constitue donc une étape essentielle. Il nous permet de renforcer notre compréhension collective des exigences de la convention 181. Il nous permettra également de débattre des conditions et implications de sa ratification pour notre pays. Aussi et surtout valider techniquement le rapport de l'étude de soumission qui servira de base au processus de décision gouvernementale. A connu au cours de profondes mutations marquées par une croissance rapide des agences privées d'emploi. Ces agences, aujourd'hui bien implantées dans notre tissu économique, complètent le service public d'emploi et participent à l'amélioration des mécanismes de recrutement. Leur développement progressif constitue un levier important pour la dynamisation de l'emploi formel, notamment pour les jeunes et les catégories vulnérables. La modernisation du cadre juridique de l'environnement du travail vise à renforcer la protection des travailleurs. Comment assurer un marché de travail transparent, inclusif, équitable, alors que de nombreuses agences d'emploi privées émergent? C'est là qu'intervient la Convention 181 de l'OIT. Elle constitue un outil normatif essentiel pour accompagner ces transformations et à garantir que la croissance économique rime avec justice sociale et protection des droits. Cette approche inclusive est essentielle pour que les réformes qui suivront la ratification répondent aux besoins et aux aspirations de toutes les parties prenantes.
Ces travaux ne sont pas uniquement techniques. Ils constituent la base d'un engagement politique et social. Cet atelier de renforcement de capacité des mandats tripartites, gouvernement, syndicats et patronat constitue ainsi une étape clé pour une meilleure appropriation du texte en vue d'une possible adhésion. À Dalaba, nous sommes en Moyenne-Guinée, vous le savez sans doute, plusieurs localités s'approprient le projet de nouvelle constitution. On cite un exemple, Kébali, Mafara et Kourou. Les populations sont largement édifiées sur les innovations. Mamadou Alpha Baldé, Kerno Maroufba. Loin des grandes villes, au plus près des communautés, à la base, la vulgarisation du projet de nouvelle constitution touche les populations de Mafara, Kourou et Kébali dans Dalaba. Ici, les principaux actes d'innovation majeures sont expliqués en langue du terroir devant un public attentionné. Pendant toute cette journée, on a eu à échanger avec la population locale. La population vraiment a compris le contenu de ces projets de nouvelle constitution. Chacun a son compte dans cette nouvelle constitution. Surtout la dignité humaine qui compte beaucoup, donc la liberté de l'expression. Donc vraiment tout est pris en compte dans cette nouvelle constitution. Partout, les populations sont mieux édifiées à travers ces échanges directs et interactifs. À mobiliser la jeunesse, les sages sont là, les femmes sont là. Je peux dire en un mot, tout Kébali est là. Kébali est composé de 8 districts. Tous les districts sont informés, tous les districts disent présents. Je demande à ma population de prendre connaissance, ceux qui n'ont pas fait encore, de prendre connaissance de cette nouvelle constitution, d'adhérer à cette nouvelle constitution, et passer par tous les moyens pour faire connaître à d'autres aussi qui n'en ont pas eu la chance d'être dans les regroupements. Le 21 septembre prochain, chaque citoyen devra s'exprimer librement tout en sachant l'essentiel du contenu de la prochaine loi fondamentale. Au même moment, une nouvelle structure s'engage à renforcer les efforts des autorités. La présidente est une compatriote vivante en Belgique. Elle multiplie la sensibilisation sur les avantages du projet de texte fondamental. Ça, Martin Francine-Aduno. La diaspora guinéenne joue un rôle clé dans le débat public et la mobilisation autour du projet Nouvelle Constitution. Aminata Hadi Diallo, guinéenne, résidant en Belgique, revendique des antennes dans la diaspora pour défendre les valeurs et les acquis de la République. En séjour à Conakry, elle anime une conférence de presse. En face des hommes de médias publics et privés de la place, elle lance officiellement les activités de sa structure. Nous nous sommes mobilisés aujourd'hui pour expliquer les grandes innovations du projet de nouvelle constitution. Je suis particulièrement motivée à mobiliser les citoyens pour les aider à avoir une lecture claire du contenu de ce texte. Le 21 septembre. Avec ses représentants sur le terrain, Aminata Hadi Diallo entend mobiliser un large public. Déjà, elle a rassemblé des jeunes et des femmes de quelques quartiers qui vont assurer les campagnes d'information porte à porte afin de continuer à expliquer les enjeux, les avantages et les nouveautés du projet de nouvelle constitution. Nous sommes prêts à partir porte à porte pour la vulgarisation, même en langue que le citoyen lambda cherche réellement quelle est l'importance d'une constitution dans le pays. Dans les prochains jours, les initiateurs comptent créer les tribunes explicatives sur les innovations du texte et organiser des réunions officielles de présentation aux partenaires sociaux. Objectif affiché, accélérer la sensibilisation avant le référendum annoncé pour le 21 septembre prochain. Religion, pèlerinage chrétien, traditionnellement, la Terre Sainte attire des milliers de pèlerins. Cette année, ce sont des fidèles de la Guinée qui foulent ces lieux chargés d'histoire et de foi. Première étape, Nazareth, Cana et le monde du précipice. Marie-Angélique Bangoura, sur les traces du Christ. Tout commence à Nazareth, dans la basilique de l'Annonciation, là où l'ange Gabriel salua Marie. Réjouis-toi, comblé de grâce. C'est ici que la Vierge a dit oui à Dieu. Les pèlerins guinéens y déposent silence et prière dans ce sanctuaire qui porte le souffle de commencement.
À cette basilique qui lui est dédiée, nous avons voulu plonger les chrétiens dans le mystère de la rédemption, mais aussi de l'incarnation. Tout a commencé dans ce lieu saint où nous sommes par une mission que l'archange Gabriel a assumée au nom du Seigneur auprès d'une jeune vierge innocente du nom de Marie. Puis direction Cana. C'est là que Jésus accomplit son premier miracle, l'eau changée en vin, dans cette cuve encore conservée. Aujourd'hui, ce sanctuaire accueille des couples qui viennent renouveler leurs vœux en mémoire de noces bénies. On m'a fait déguster le vin de Cana. Ça m'a rappelé ce miracle que j'ai accompli lorsque sa maman lui a dit « Ils n'ont plus de vin ». Au début, il a réagi, mais quelque temps après, il a obéi à la volonté de sa mère. Et le mariage s'est bien terminé. C'est un sentiment de fierté, de joie et surtout de satisfaction. Parce que moi, personnellement, c'est pour la première fois que je viens à Jérusalem. Donc, ça a été vraiment une découverte pour moi. Et en plus de ce que je connaissais concernant ma religion, j'ai appris davantage. Autre halte, l'atelier de Saint-Joseph, où Jésus a pris le métier de charpentier et le mont du précipice, où sa mission faillit s'arrêter avant même d'avoir commencé. De Nazareth à Cana, chaque pierre raconte l'évangile. Ce pèlerinage est une rencontre intime avec le Christ et Marie. Merci aux équipes techniques et à l'ensemble de la rédaction. Merci à vous également pour l'estime sans cesse renouvelée. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes poursuivent.